Dans cette formation JavaScript, nous proposons de créer le jeu du memory pour les pages web clientes. Ce jeu consiste à retrouver les paires d'images correspondantes. Au début de la partie, soit au chargement de la page, soit au clic sur le bouton Nouvelle partie, vous constatez que les miniatures restent affichées durant quelques secondes, puis elles disparaissent. Ce jeu fait donc appel à la concentration puisque dans ce laps de temps, il s'agit de mémoriser les dessins et leurs emplacements. L'internaute clique sur une première case afin de dévoiler l'image qu'elle masque, puis il clique sur une seconde case. Si les images coïncident, la paire est considérée comme validée et les miniatures restent en place. Dans le cas contraire, si les miniatures ne correspondent pas, vous constatez que les images disparaissent, que le score est décrémenté pendant que le temps file puisque une limite de temps est définie pour réaliser l'ensemble des combinaisons et ainsi remporter la partie. Pour réaliser ce petit jeu donc en JavaScript, comme toujours, je vous propose de partir depuis une page web existante qui propose la structure, mais pas seulement. Remarquez que les images sont déjà positionnées aléatoirement. Si nous enfonçons la touche F5 du clavier, effectivement, une nouvelle combinaison se propose. Ce qui manque à ce stade, c'est le fait que ces images puissent se masquer au bout d'un certain temps afin que l'utilisateur puisse ensuite réaliser les clics et retrouver au fur et à mesure les bonnes combinaisons. Une fois que vous aurez téléchargé et décompressé les sources, vous obtiendrez à la racine du dossier de décompression le fichier de la page web principale, accompagné comme toujours de ses ressources externes dans les sous-dossiers comme par exemple les styles, mais aussi les miniatures d'images qui ont servi à remplir ces cases aléatoirement pour ainsi débuter la partie du memory. La page web que nous affichons donc dans un éditeur tel que le Notepad++ propose une structure on ne peut plus conventionnelle dans laquelle, par imbrication de calques, c'est-à-dire les contrôles div, eh bien vous constatez la présence justement de toutes ces cases numérotées par incrément afin de faciliter l'emplacement. Nous l'avions utilisé notamment pour produire cette application qui permettait de sécuriser l'authentification d'un internaute sur une page web. Vous remarquez ensuite dans la partie droite les éléments qui permettent avec les divs de proposer le score en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure du déroulement de la partie, et vous remarquez aussi la présence du contrôle input bouton qui doit au clic recharger la page pour pouvoir débuter une nouvelle partie. Plus bas dans la structure de cette page web, vous constatez en effet la présence d'un code que nous ne proposons pas ici de reproduire puisqu'il s'agit pratiquement des mêmes techniques que nous avons mises en œuvre à maintes reprises, comme quoi cette génération aléatoire est fort précieuse. Nous l'avons exploitée pour générer des astuces aléatoires, pour pouvoir proposer des combinaisons de chiffres aléatoires afin de sécuriser l'authentification. Et donc ici, nous utilisons cette génération aléatoire que nous convertissons en nombre entier sur 16 chiffres, car il y a 8 paires d'images, soit 16 images à disposer dans l'ensemble de ces cases. La petite astuce néanmoins consiste ici à effectivement produire 16 nombres aléatoires, bien qu'il n'y ait que 8 images, à diviser ce résultat par 2 lorsque le nombre n'a pas été déjà généré, pour pouvoir ainsi positionner les 8 paires, c'est-à-dire 2 fois la même image à un emplacement différent. Pour débuter ce code, nous avons besoin de variables publiques. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure du déroulement de la partie, le code doit mémoriser tout un tas de choses, comme par exemple les noms des images cliquées, le nombre de clics effectués, etc. Donc, nous allons commencer comme toujours par la déclaration de nos variables avant l'appel automatique au chargement de la page de la fonction génération. Nous allons commencer par déclarer une variable que nous appelons nbclick qui porte bien son nom puisque sa vocation sera de contrôler le nombre de clics effectués par l'internaute. Le premier clic signifie qu'il s'agit de la première image et le deuxième clic de la deuxième. Au bout du deuxième, il faut donc réinitialiser ce chiffre à 0 pour à chaque fois tenter de reconstruire ces paires, ces associations à valider. Nous allons déclarer ensuite des variables que nous nommons respectivement mini1
et que nous affectons dans la foulée à une chaîne vide qui doit servir à mémoriser tout simplement le nom du fichier image de la première miniature à cliquer, et donc fort logiquement, nous déclarons la variable mini2. De la même façon, nous allons déclarer la variable case1 que nous affectons dans la foulée à une chaîne vide comme précédemment. L'objectif cette fois-ci est de mémoriser le nom du contrôle cliqué pour que nous puissions nous assurer, bien que les images coïncident par exemple, et bien que l'utilisateur par mégarde n'a pas cliqué 2 fois sur la même case. Il s'agit donc d'une sécurité case 1 et case 2 pour les deux contrôles div qui seront ainsi cliqués, ou plutôt les deux contrôles images, puisque les images sont hébergées par des contrôles IMG en langage HTML. Nous allons déclarer ensuite d'autres variables, comme la variable img OK, que nous allons initialiser sur le chiffre 0. Et puis, nous allons déclarer une variable que nous nommons nberreur, puisqu'il s'agit à la fin de la partie de proposer le score réalisé par l'internaute. Donc, ici, nous déclarons les variables pour le nombre d'images trouvées et le nombre d'erreurs. Il y a ensuite effectivement une variable pour le score, var sans majuscule. Je vous rappelle que JavaScript est sensible à la casse. Donc une variable que nous nommons le score, une fois encore tant qu'à faire, qui porte bien son nom, que nous initialisons à 0. Nous avons aussi besoin de deux dernières variables. La première d'entre elles sera une variable de type booléen. La raison est simple, il s'agit tout simplement de bloquer ou de débloquer les clics, c'est-à-dire l'autorisation de jeu pour l'utilisateur selon le cas. Au début de la partie, il faut attendre que les images soient toutes masquées, donc départ valant false, eh bien l'utilisateur n'a pas le droit de cliquer, en tout cas ces actions ne seront pas prises en compte. Et puis aussi, lorsque deux images sont dévoilées, eh bien il faut attendre qu'elles soient de nouveau masquées si la combinaison ne correspond pas, avant de pouvoir reprendre le cours de la partie. Et comme je vous le disais, la durée limite du jeu est limitée à 3 minutes. Il s'agit donc de pouvoir compter au fur et à mesure du déroulement de la partie le temps qui s'écoule. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons temps début, et grâce à une instanciation, et notamment cette classe date en JavaScript, avec les parenthèses, car il s'agit d'une classe, nous allons récupérer en millisecondes le temps qu'il est, c'est-à-dire l'heure précise, en millisecondes donc, avec la méthode getTime, une fois effectivement que cet objet a été instancié, affecté à la variable temps début. Au moment où la page se charge, eh bien l'heure à la milliseconde près est chargée dans cette variable. Il s'agira à l'issue de faire la différence avec la nouvelle heure pour obtenir l'écart en millisecondes. Ensuite, donc, eh bien, il s'agit effectivement de pouvoir, selon un laps de temps à respecter, de pouvoir afficher les images, puis les masquer. Il y a une fonction, ou plutôt une fonction qui se nomme setTimeout, autant pour moi, en JavaScript, que nous avons déjà utilisé notamment lors de la formation qui permettait de créer cet album photo avec diaporama, permet de temporiser les prochaines exécutions selon un temps en millisecondes à fournir. Cette fonction nécessite que nous affections son résultat à une variable. C'est pourquoi nous déclarons une variable attente que nous affectons dans la foulée au résultat que va fournir cette fonction, cette timeout avec un T majuscule. Il faut bien respecter la casse. Et dans la syntaxe de cette fonction, nous devons lui passer en premier argument les actions qu'elle doit réaliser sous forme justement de fonction elle aussi, et en deuxième argument, le temps, ou plutôt le délai qu'il faut respecter avant de les exécuter. Donc, à l'intérieur et en premier argument, comme je vous le disais, dans la syntaxe, nous créons une fonction qui va permettre d'exécuter ces actions, ou plutôt ce traitement. Ce traitement, comme je vous le disais, consiste à pouvoir parcourir l'ensemble des images pour les masquer, car grâce à notre fonction génération, eh bien vous remarquez que nous les avons chargés dans les contrôles HTML, les divs,
qui sont nommées avec un préfixe fixe, case, suivi d'un incrément numérique de 0 jusqu'à 15, et c'est pourquoi nous avons inclus ce traitement dans une boucle qui va de 0 jusqu'à 15, et nous avons inscrit grâce à sa propriété innerHTML ou reconstruit son code HTML pour remplir chacune de ces calques d'une image correspondante que nous avons identifiée avec un identifiant qui porte le préfixe IMG et le suffixe qui est lui aussi cet incrément numérique. Et donc, en connaissance de cause, il s'agit pour pouvoir parcourir toutes ces images prépositionnées aléatoirement, eh bien, d'initialiser une boucle for qui va permettre de faire varier un compteur, une variable, du premier élément d'indice 0 jusqu'au dernier d'indice 15. Donc dans la syntaxe, pour i variant de 0 jusqu'à 15, littéralement inférieur à 16 ou bien inférieur ou égal à 15, nous incrémentons cette variable, ce qui permettra à chaque passage dans la boucle de passer en revue chacun des contrôles ainsi listés, en l'occurrence ici des images que nous souhaitons tour à tour masquer. Donc dans notre boucle for qui est bornée. Et comme vous le savez, puisque nous l'avons désormais utilisé à de très nombreuses reprises, JavaScript propose la méthode getElementById de l'objet document qui permet d'atteindre un contrôle HTML qui est passé en paramètre par son identifiant. Cet identifiant, comme nous l'avons constaté, est préfixé de la chaîne fixe IMG concaténé à ce numéro incrémenté de 0 à 15. Donc, pour toutes ces images positionnées aléatoirement, l'objectif est de pouvoir masquer ces images. C'est pourquoi nous allons affecter sa propriété src qui littéralement désigne la source d'un contrôle IMG et constater que justement dans le sous-dossier mini, il y a une image un peu particulière qui se nomme miniz.png et qui propose en fait un contenu vierge, tout simplement pour donner l'illusion que ces images sont bien masquées. Nous désignons son chemin donc en relatif, tout d'abord par le sous-dossier dans lequel elle figure, mini/, puis le nom de l'image en question, miniz.png, et nous n'oublions pas, puisque c'est en double cote, il s'agit d'une chaîne de caractères, de fermer ces guillemets et de ponctuer notre syntaxe par un point-virgule. En dehors des bornes de la boucle, donc, puisque ces images sont masquées, nous pouvons donner le top, l'autorisation pour que l'utilisateur puisse débuter la partie et donc cliquer. C'est pourquoi nous allons affecter notre variable départ, qui est une variable de sécurité, à true, cet indicateur que nous utiliserons pour savoir si nous pouvons commencer ou non à comptabiliser les clics. Et puis, comme je vous le disais, en deuxième argument de cette fonction setTimeout, nous devons définir le laps de temps pendant lequel il faut attendre avant de réaliser ce traitement, 4000 pour 4000 millisecondes, soit 4 secondes. Nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction setTimeout et de ponctuer, comme toujours, notre syntaxe par un point-virgule. Comme cet appel de fonction est écrite directement dans la partie publique, c'est-à-dire pas encapsulée dans les bornes d'une autre fonction, eh bien, son traitement va se déclencher en même temps que la page est chargée. Pour preuve, nous retournons sur notre page web d'origine, celle qui n'avait pas le code HTML, nous allons rafraîchir notre page, vous constatez que la génération aléatoire produit bien les emplacements tels que nous le souhaitions et que, effectivement et vraisemblablement au bout de 4 secondes, l'ensemble des images disparaît, si bien que l'utilisateur a dû faire cet effort de mémoire pour désormais produire les clics qui, bien sûr, à ce stade ne sont pas fonctionnels puisqu'il s'agit de la suite du code que nous devons désormais programmer à travers une fonction. Faut-il encore pouvoir ensuite appeler cette fonction? Mais nous allons revenir dans notre éditeur Notepad pour constater que nous avions tout prévu dans le code qui était déjà prédisposé de la fonction génération, en même temps que nous positionnons aléatoirement ces images par réécriture des balises IMG. Constatez que nous leur associons un événement onClick qui appelle cette fonction vérifier en lui passant deux paramètres, le nom de l'image et le nom du contrôle qui a été cliqué. Si bien que nous devons justement construire cette fonction
vérifier de manière à réceptionner ces deux valeurs afin de les traiter pour les comparer l'objectif et de constater si oui ou non les miniatures cliquées correspondent afin de valider l'association. Mais avant cela, je vous propose que nous nous occupions très simplement du bouton qui permet de débuter une nouvelle partie si par exemple l'utilisateur estime qu'il a mal débuté ou encore qu'il a terminé une partie et qu'il souhaite une nouvelle génération pour débuter un nouveau jeu. Il s'agit dans ce bouton généré, c'est-à-dire dans les bornes de sa balise, input type button, de gérer un événement. Cet événement est le clic, fort logiquement pour un bouton, et de lui associer une action que nous allons coder en lieu et place en JavaScript grâce à notre objet window que nous avions exploité dans la formation JavaScript qui permettait de récupérer les paramètres d'une URL afin de transmettre des informations d'une page à une autre ou plutôt de générer des pages dynamiques. Et nous avions constaté que cet objet window proposait une propriété location qui permettait de se référer à la page web en cours et désormais une nouvelle méthode, cette propriété propose, une fois qu'elle est dérivée, une méthode qui se nomme reload et comme window fait référence à la fenêtre du navigateur, nous allons tout simplement rafraîchir la page web du navigateur. Si nous la rafraîchissons, nous exécutons de nouveau son chargement, donc la procédure génération, ainsi que le set timeout, nous obtenons des nouveaux placements aléatoires et ensuite des images qui vont se masquer au bout de 4 secondes. Nous allons rafraîchir notre page web par la touche F5 du clavier pour constater effectivement que de nouvelles positions sont proposées, que nos images se masquent bien au bout de 4 secondes, et si nous cliquons sur notre bouton Nouvelle partie, vous remarquez que la page est rafraîchie et qu'un nouveau jeu débute, et encore une fois, qu'au bout de 4 secondes, l'ensemble des miniatures se masque. Donc petit à petit, effectivement, nous progressons, et comme je vous le disais, puisque au clic sur les images, il y a l'appel de cette fonction vérifier, nous devons désormais la créer, c'est le centre névralgique de cette application, c'est elle qui va permettre de vérifier, de valider ces paires qui sont associées, qui sont proposées par l'utilisateur. Donc, nous créons grâce à notre mot-clé function, notre fonction, dont l'objectif est de retourner une valeur après traitement, que nous nommons vérifier. Il faut bien utiliser le même nom que celui qui est appelé par anticipation dans notre procédure de reconstruction des images aléatoires. Et il faut, dans sa signature, déclarer les deux paramètres qu'elle attend, puisqu'une fois encore, elle est appelée avec ces deux paramètres que nous allons respectivement nommer l'IMG et source. Elles portent bien leur nom une fois de plus, puisque la première désigne tout simplement le nom de l'image cliquée. Si les noms des deux images cliquées correspondent, ce sont les mêmes, nous pouvons le valider. Et source, c'est le contrôle HTML qui a été cliqué, parce que nous pourrions très bien cliquer deux fois sur la même image, forcément, nous avons bien les mêmes noms de fichiers. Par contre, la case étant la même, ce choix ne peut pas être validé. Le principe commence à débuter le traitement avec cette vérification sur la variable départ que nous aurons l'occasion de réaffecter à false quand l'occasion nous sera donnée. Donc, comme je vous le disais, il faut que cette variable booléenne soit testée pour savoir si l'autorisation est donnée pour commencer à comptabiliser les clics, puisque elle est initialisée à false. Cela signifie que tant que nos images ne sont pas masquées, l'utilisateur, fort logiquement, n'a pas le droit de cliquer. Ce serait de la triche. Une fois que nous avons effectivement posé cette condition qui va exclure toutes les actions tant que le critère n'est pas vérifié, nous devons commencer le traitement. Puisque le clic est autorisé, nous allons commencer par incrémenter notre variable nbclick, fort précieuse, puisque c'est elle qui va permettre de savoir, elle est initialisée d'ailleurs à 0 par défaut, de savoir si le clic réalisé par l'utilisateur est le premier ou le deuxième. Si c'est le premier, tout simplement, nous devrons nous contenter d'afficher l'image cliquée. Si c'est le deuxième clic, nous devrons comparer cette deuxième image avec la première pour valider l'association ou encore la réfuter. Donc nous commençons par incrémenter notre variable nbclick et dans la foulée, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième, nous devons afficher l'image, quitte à la masquer si l'association ne correspond pas ensuite.
Pour des raisons de confort, je vais me permettre de prélever un bout de code en le copiant et en le collant, puis en l'adaptant. Le principe donc est de pouvoir désigner l'image en cours par son identifiant passé en premier paramètre de notre fonction vérifiée, donc reconnu sous le nom de variable l'img. .src, je vous rappelle, c'est tout simplement en JavaScript la propriété pour un contrôle HTML img qui permet de définir sa source tout en reconstruisant son chemin d'accès en relatif entre double cotes. Donc, dans le sous-dossier mini, nous devons tout simplement ajouter un slash puisque et fermer les guillemets, puisque cette chaîne statique doit être concaténée à une chaîne variable. Donc source plus source, source c'est le nom de l'image qui est passé en deuxième paramètre de notre fonction, et il ne faudra pas oublier d'ajouter l'extension qui est le point PNG et de ponctuer notre syntaxe, car en effet, dans l'appel de la fonction, nous passons ce nom sans son extension. Nous revenons donc dans l'implémentation de notre code, de notre fonction vérifiée, et il y a plusieurs cas à vérifier. Donc, à partir du moment où notre variable booléenne est calée à true, cela signifie que nous avons le droit de débuter la partie. Nous incrémentons les clics et nous affichons l'image ainsi cliquée. Jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, nous pourrions pourquoi pas réaliser un petit test à ce stade, même s'il nous manque beaucoup de choses. Nous réactualisons notre page par la touche F5, nous constatons le positionnement aléatoire ainsi que ces miniatures qui disparaissent, et dans la foulée, si nous cliquons sur l'une ou l'autre case, vous remarquez en effet que NBClick, c'est transparent pour l'utilisateur, est vraisemblablement incrémenté, mais qu'au clic sur l'une et l'autre miniature, tour à tour, elles sont affichées. Nous devons donc, pour la suite de notre fonction, étudier plusieurs cas. Il y a le cas où NBClick vaut 1. Si NBClick vaut 1, comme je vous le disais, cela signifie tout simplement que l'utilisateur, l'internaute, a réalisé son premier clic. Il s'agit simplement d'afficher l'image. Nous allons nous contenter, puisqu'elle est déjà affichée dans les deux cas, je vous le rappelle, nous contenter de mémoriser l'image et le contrôle ainsi cliqué. Donc, dans la branche if, puisqu'il y aura une branche else que nous allons d'ailleurs prévoir et borner tout de suite, le else correspondant au cas où il s'agit du deuxième clic. Il s'agit donc, comme je vous le disais, de mémoriser dans nos variables publiques qui ont été prévues à cet effet le nom de l'image et le nom du contrôle HTML, ainsi cliqué pour le premier clic. Mini 1, donc le nom de l'image vaut est équivalent à source qui est passé en paramètre de la fonction. Nous avons besoin de le mémoriser puisque dans le cas else, nous allons refaire cette affectation pour pouvoir comparer ces paires. Ça veut dire que la variable source, qui est locale d'ailleurs, aura changé entre-temps. Et puis, nous avons besoin de mémoriser le nom du contrôle cliqué que nous avons nommé case 1 et que nous devons affecter à ce qui est contenu dans la variable l'img qui est passée en premier paramètre de notre fonction. Dans le cas contraire, c'est un peu plus complexe car il y a encore une fois un autre test à vérifier. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, dans le cas contraire, nous allons commencer là aussi par mémoriser, y compris et l'image, cliquez le nom de l'image et le nom du contrôle dans les variables publiques qui ont été prévues à cet effet, à savoir mini2 et case2 en fonction des paramètres qui sont passés à notre fonction. Mais avant de pouvoir débuter la comparaison pour savoir si l'association correspond, nous devons, comme je vous le disais en préambule de cette formation, nous assurer que l'utilisateur n'a pas cliqué deux fois sur la même case, car encore une fois, il s'agirait bien de la même image, mais pas de la même case, donc la paire ne serait pas reconstruite. C'est pourquoi nous devons de nouveau, dans une instruction if, nous assurer que case 1, maintenant que les noms de nos contrôles ont été mémorisés dans les deux variables et que nous sommes dans le cas où le deuxième clic a été initié, nous devons donc nous assurer que le nom contenu dans case 1 est bien différent du nom contenu
dans case 2. Il y a le cas où c'est vrai, et donc le cas où nous allons pouvoir effectivement vérifier cette paire, et il y a le cas où c'est faux. C'est pourquoi, eh bien, nous prévoyons tout simplement les bornes, ou plutôt les branches de notre instruction, le if et le else. N'oublions pas de les borner pour ne pas générer d'erreurs à l'avenir si d'aventure nous oublions effectivement de la borner. Et donc, à partir du moment où nous avons vérifié que ces deux contrôles sont bien différents, nous allons, comme je vous le disais, réinitialiser un temps notre variable booléenne à false, car nous devons conserver l'affichage des deux images, que l'association soit correcte ou qu'elle ne le soit pas, le temps que l'utilisateur puisse les vérifier. Et seulement après, eh bien, nous les masquerons si elle n'est pas bonne, ou nous autoriserons de nouveau l'utilisateur à cliquer si elles sont validées. Donc, nous allons maintenant, à l'intérieur de notre premier test, qui a conclu que les deux contrôles étaient bien différents, eh bien, savoir si nos deux images sont différentes ou ne le sont pas. Si nos deux images sont différentes, vous en conviendrez, cela signifie tout simplement que l'association n'est pas la bonne. Les deux images reconnues par leur nom qui ont été affectées dans la première branche if et ensuite la branche else de notre première instruction conditionnelle. Si les deux images ne correspondent pas, ce qui se traduit par est-ce que mini 1 est différent de mini 2, eh bien à ce moment-là, fort logiquement, nous allons devoir les masquer, mais pas seulement. Et puis, il y a le cas contraire, le cas où elles correspondent. Les masquer, comme je vous le disais, décrémenter le score aussi, puisque à chaque fois qu'une erreur est commise, eh bien, un petit peu comme au golf, on part d'une certaine valeur et à chaque fois que, eh bien, on va au-delà, eh bien, notre score est décrémenté. Enfin, au golf, c'est plutôt incrémenté. Mais on va dire que la logique est la même. Nous avons de nouveau besoin de marquer une temporisation. C'est pourquoi nous déclarons de nouveau notre variable locale attente, qui n'est plus reconnue telle que nous l'avons déclaré tout à l'heure, afin de récupérer le résultat du traitement de notre fonction setTimeout, qui va permettre de marquer ce temps d'arrêt, timeout avec donc le T majuscule, et selon sa syntaxe telle que nous l'avons reproduit tout à l'heure, eh bien en premier paramètre, il s'agit du traitement sous forme d'une fonction à coder, dont nous n'oublions pas les bornes, c'est-à-dire les accolades pour débuter, et comme je vous le disais, il s'agit donc, dans un premier temps, de pouvoir masquer, au bout d'un certain délai, que nous fixerons par exemple à 1 seconde, ces deux images qui ont été cliquées la première et la deuxième fois par l'internaute et qui ne correspondent pas. Comme toujours, donc, notre méthode getElementById de notre objet document permet d'atteindre ce contrôle qui est reconnu respectivement sous les noms de variables case 1 et case 2. Les deux sont concernés puisque l'association n'est pas correcte, avec la propriété src, notre contrôle img, donc, que nous allons réaffecter à notre variable par défaut, vous vous souvenez, celle précisément qui était prévue pour un fond vierge, un fond blanc, pour donner l'illusion que les images sont masquées, alors qu'en l'occurrence, elles sont remplacées. Nous devons donc le faire pour le contrôle case 1, ainsi que pour le contrôle case 2, toujours avec la propriété src pour pouvoir désigner, réaffecter sa source, c'est-à-dire l'image qui lui est chargée. Comme je vous le rappelle, comme nous sommes dans une fonction setTimeout, eh bien cet effet se produira à partir du délai que nous aurons prévu. Une fois que les images sont masquées, eh bien nous pouvons de nouveau donner l'autorisation à l'internaute de cliquer en réaffectant notre variable booléenne à true, puisque, souvenez-vous, il s'agit du premier test. Tant qu'elle ne vaut pas true, puisqu'en l'occurrence nous l'avions basculé à false, l'utilisateur peut très bien cliquer, mais les actions ne seront pas comptabilisées. Il s'agit aussi de réinitialiser notre variable nbclick, car du coup, nous repartons sur une nouvelle recherche d'association. Premier clic, puis deuxième clic. nbclick vaut 0, d'ailleurs il ne dépassera jamais 2. Donc. Et nous allons incrémenter notre variable nberreur, souvenez-vous que nous avions déclarée dans la partie publique, qui permet tout simplement de savoir, puisqu'elle est publique, toutes les erreurs à l'issue de la partie qui ont été commises par l'internaute afin de lui offrir ou de lui dévoiler son score à l'issue.
Nous poursuivons donc puisque, eh bien, en temps réel, il s'agit de décrémenter le score en considérant que nous partons de la valeur 10, une erreur 9, deux erreurs 8, etc. Oui, d'accord, mais dans la mesure où l'utilisateur, l'internaute, n'a pas commis trop d'erreurs, car si NB erreur dépasse les 10, nous allons obtenir des résultats négatifs, ce que nous ne souhaitons pas. Une fois qu'il a 0, eh ben, on laissera le score à 0. Donc tant que NB erreur ne vaut pas 10, qui peut se traduire par NB erreur inférieure à 11, notre variable le score, que nous avions elle aussi déclarée en variable publique, puisqu'il faut que ces données soient portées d'une fonction à une autre, d'une action à une autre, donc en variable publique, eh bien, nous allons tout simplement l'affecter au résultat de départ, moins le nombre d'erreurs comptabilisées et incrémentées à chaque fois qu'une association n'est pas trouvée. 10 moins NB erreur, nous ponctuons bien notre syntaxe. Constatez ici que nous n'avons pas pris soin de borner notre instruction if, nous l'avions déjà démontré dans d'autres formations. Lorsque une seule action est envisagée, eh bien c'est une souplesse de syntaxe, d'écriture que nous pouvons nous permettre, et JavaScript le comprend très bien. Ensuite, donc, eh bien, il s'agit d'afficher ce score dans le calque qui est prévu à cet effet et qui se trouve un peu plus haut dans notre code HTML et dont l'identifiant, comme vous le constatez, est score. Donc c'est par cet identifiant que nous allons pouvoir atteindre son contenu afin de le réaffecter. Donc nous poursuivons juste après cette instruction conditionnelle qui permettait de savoir si nous décrémentions ou non notre score, eh bien nous allons accéder à notre div, notre calque, toujours par notre méthode getElementById de notre objet JavaScript document, en désignant son identifiant comme il s'agit ici d'une chaîne statique entre double cotes qui se nomme score, nous venons de le vérifier, et comme nous souhaitons faire apparaître ce score en gras, cela signifie que nous allons utiliser des balises HTML, et pour pouvoir reconstruire le code HTML, c'est la propriété inner HTML d'un contrôle div par le code JavaScript qui le permet, que nous affectons directement ce que nous souhaitons écrire, et comme je vous le disais, nous souhaitons mettre en gras, balise HTML strong, ce nouveau score qui est une variable donc que nous concaténons, plus le score, donc c'est bien le nom de la variable publique, que nous reconcaténons à la fin de la chaîne qui, elle, est statique. Ça veut dire que nous allons encadrer par une balise fermante strong, puisque nous souhaitons simplement mettre en gras le score, et nous ajoutons l'indication sur 10, puisque le score effectivement est donné sur 10 points. Nous avons terminé le traitement de cette fonction. Comme je vous le disais, cette timeout propose en premier argument d'écrire les traitements à réaliser. Je m'aperçois ici que j'ai oublié de ponctuer ma syntaxe, c'est très important, sinon une erreur serait générée. Et en deuxième argument, le délai à partir duquel ces actions doivent s'enclencher. Nous allons fixer ce délai à 1000 pour 1000 millisecondes. Cela signifie que dans le cas où l'association n'est pas correcte, que les images vont se masquer au bout d'une seconde, de manière à ce que l'internaute puisse reprendre le fil de sa partie. Dans le cas contraire, donc, eh bien, cela signifie, puisque le critère n'est pas vérifié, mini1 et mini2 ne sont pas différentes. Donc, si mini1 et mini2 ne sont pas différentes, cela signifie qu'elles sont identiques. Donc, vraisemblablement que l'association a été correctement trouvée, sachant que nous avions déjà vérifié que l'utilisateur n'avait pas cliqué sur la même case. Dans ces conditions-là, eh bien, nous allons là encore tout simplement réinitialiser au cas où entre-temps elle était basculée à false notre variable départ à true pour permettre à l'utilisateur de poursuivre le jeu, puisque l'association ayant été trouvée, les images restent en place et donc naturellement il peut poursuivre ses clics, et pour ce faire il n'est pas nécessaire d'ajouter un délai. Et puisque il s'agit du deuxième clic, je vous rappelle que nous sommes dans la branche else de notre première instruction conditionnelle, eh bien nous devons repartir sur une nouvelle association, c'est-à-dire sur un nouveau premier clic. Donc nous réinitialisons notre variable nbclick à 0. Il s'agit ensuite, puisque nous devons savoir lorsque la partie se terminera, et c'est pourquoi nous avions déclaré dans nos variables publiques une variable que nous avions
nommée IMG-OK. Il y a 16 miniatures. Donc lorsque IMG-OK atteindra 16, cela signifie que les 8 paires, les 8 associations auront été convenablement reconstruites, et donc que nous pourrons en conclure que la partie est terminée et livrer les résultats finaux à l'utilisateur. Donc dans le cas où cette association a parfaitement été reconstruite, nous allons incrémenter notre variable IMG-OK non pas d'une unité, mais de 2, puisque je vous rappelle que c'est une paire qui a été reconstruite, donc 2 images qui ont été dévoilées et validées IMG-OK plus égale 2, comme il est conventionnel d'incrémenter les variables en JavaScript. Et dans cette partie, donc, il s'agit de savoir si nous sommes ou non arrivés à la fin. Et comme je vous le disais, le test consiste à vérifier que notre variable IMG-OK, faut-il encore l'écrire correctement, est bien égale à 16, c'est-à-dire les 16 miniatures dévoilées du fait de l'incrémentation au fur et à mesure des validations. Dans ce cas-là, eh bien, nous devons en informer l'utilisateur, lui livrer son score, et puis un petit détail supplémentaire sur le temps qui s'est écoulé depuis le début de la partie. Souvenez-vous que dans nos critères d'instruction if, ces validations s'effectuent par le double symbole égal, car un seul symbole égal en JavaScript comme en PHP ou d'autres langages, contrairement au VBA, concerne simplement l'affectation. Dans le cas où nous sommes arrivés à la fin de la partie donc, eh bien, il s'agit de nouveau de pouvoir prélever le temps qu'il est pour pouvoir soustraire le temps qu'il était au début de la partie et fournir cette différence en secondes à l'utilisateur sur la partie droite de l'interface. Nous déclarons pour cela une variable que nous nommons diff_temps. Et comme nous allons prendre des précautions, nous allons arrondir ce résultat à l'entier inférieur, bien que là, en l'occurrence, nous n'agissions que sur des entiers. Mais ça nous permet de revoir notre objet JavaScript math qui propose une méthode qui se nomme floor que nous avions exploitée dans les gestions aléatoires de numéros afin de reproduire par rapport à des nombres réels des entiers directement inférieurs. À l'intérieur, donc, eh bien, nous allons de nouveau instancier notre classe date de manière à pouvoir, grâce à sa méthode getTime, prélever le temps qu'il est désormais, une fois que les 16 associations ont bien été reconstruites, pour lui soustraire le temps que nous avions mémorisé dans notre variable temps début que nous avions déclaré et affecté en début de code, je vous rappelle, précisément grâce à cette classe. Nous obtiendrons donc cette différence, c'est-à-dire date.getTime, le temps qu'il est, moins temps début, le temps qu'il était, que nous divisons par 1000. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette information nous est retournée en millisecondes, et comme nous divisons par 1000, nous pourrions très bien obtenir des nombres réels. C'est la raison pour laquelle nous exploitons notre méthode floor de notre objet JavaScript math afin de l'arrondir à l'entier directement inférieur. Et dans la foulée, eh bien, il s'agit d'inscrire ces informations directement sur l'interface dans les calques qui sont prévus à cet effet, toujours par les mêmes techniques. En l'occurrence, pour notre calque qui se nomme score, sa propriété inner.html que nous affectons comme précédemment à la valeur qui est mémorisée dans la variable le score, c'est-à-dire la valeur finale, donc mise en forme grâce à ces balises HTML. Et dans la foulée, nous souhaitons ajouter une précision sur le temps, et nous allons constater que sous notre div score, il y a bien un calque div, donc d'identifiant temps, qui au début de la partie est vide, mais qui est prévu pour recevoir cette information et la livrer à l'internaute que nous venons de calculer et qui est mémorisé sous la variable diff temps. Donc, dans notre élément d'identifiant temps, grâce encore une fois à la méthode getElementById, nous allons inscrire ou plutôt délivrer ces informations à l'internaute en concaténant tantôt des parties statiques, mises en forme et variables. Vous avez mis par exemple, pour pouvoir lui indiquer le temps de la partie, il s'agit encore une fois ici de mettre en valeur par une balise HTML strong, c'est la souplesse du JavaScript de pouvoir, on va dire, cumuler ces deux codes et restituer des informations mises en valeur. Il s'agit donc en gras
de pouvoir donner cette indication de temps. Cette indication de temps mémorisée, je vous le rappelle, sous le nom de variable diff-temps que nous concaténons donc. Une fois que ce temps en secondes est bien mis en forme par la balise strong, nous la fermons et nous rajoutons juste dans la partie statique concaténée l'unité de mesure seconde. Je m'assure tout de même à ce stade que j'ai bien ponctué toutes mes syntaxes, car en commentant et même sans, des erreurs sont vite arrivées en développement. Nous venons donc de faire les cas où nous avions une association qui n'était pas correcte et le cas où l'association était correcte. Dans le cas, je vous le rappelle, où effectivement nos deux cases qui ont été cliquées étaient bien différentes. Il s'agit bien sûr de nous repositionner dans le cas où ces deux cases étaient identiques et c'est pourquoi nous avions prévu la branche else de notre première instruction if, qui était une vérification nécessaire. Eh bien, si l'utilisateur a effectivement cliqué 2 fois sur la même case, nous ne devons pas considérer son action, nous devons partir du principe qu'il s'agit toujours du premier clic, et comme malheureusement, en début de procédure, nous avions incrémenté cette variable, nous devons la réinitialiser à 1, ou plutôt la décrémenter. Si elle vaut vraiment 2, nous aurions pu tout simplement commencer cette incrémentation directement dans le premier if. C'est une autre façon de faire, mais quoi qu'il en soit, puisque le code n'est pas plus compliqué ainsi, nous poursuivons selon la démarche que nous avons adoptée. Dans ce cas else, je vous rappelle que ça signifie que les deux contrôles cliqués sont identiques. On ne peut donc pas valider cette association puisqu'il s'agit de la même image en lieu et place. Si nbclick vaut effectivement 2, ce qui doit être tout le temps le cas, eh bien à ce moment-là, nous allons le réinitialiser à 1 pour considérer que il s'agit toujours de la première vignette qui a été cliquée par l'utilisateur et qu'il doit en cliquer une deuxième pour vérifier cette association. Après le else, il s'agit de rajouter encore un petit traitement. Ce traitement consiste à savoir si le temps imparti est dépassé ou non. Et je vous rappelle qu'au début de la partie, il y a une indication qui est donnée sur la gauche de l'interface. Alors, je nettoie quelque peu la façon de présenter l'indentation du code pour qu'elle soit un peu plus agréable. Sur la droite de l'interface, il y a une indication qui indique donc à l'internaute que 180 secondes lui sont données pour pouvoir retrouver toutes ces associations. Il s'agit de vérifier, grâce à notre variable diff-temps, qui est effectivement calculée à chaque fois que c'est nécessaire, et bien de nous assurer que cette différence de temps n'est pas supérieure à 180 secondes, ce que nous pouvons faire, car je vous rappelle que nous avions divisé ce résultat par 1000 pour le convertir précisément en secondes. En dehors donc de tous les autres traitements, parce que il s'agit tout simplement de stopper la partie si, quelle que soit l'action, le temps a été dépassé. Donc si diff-temps, c'est un nouveau test que nous devons poser, est supérieur à 180 pour 180 secondes, dans ce cas-là, ce que nous devons faire, c'est tout simplement de donner l'information sur l'interface à l'internaute et puis de lui interdire de poursuivre la partie, comme toujours, grâce à notre variable booléenne départ. Donc dans les bornes de notre instruction if, toujours par le biais de notre précieuse méthode getElementById, nous allons accéder à ce contrôle qui se nomme temps avec sa propriété innerHTML pour pouvoir reconstruire son contenu formaté. Quoique ici nous allons nous contenter d'écrire un texte, mais ce n'est pas grave. Le temps imparti, par exemple, est dépassé et donc vous avez perdu. Une petite indication qui lui permette de savoir qu'il n'est pas nécessaire de s'acharner à poursuivre car de toute façon, les clics ne seront pas comptabilisés. Le temps imparti est dépassé, vous avez perdu, et comme je vous le disais précisément, pour qu'il n'ait plus le droit de cliquer, nous allons réinitialiser notre variable boolean à false, car il s'agit du premier critère qui est vérifié dans notre instruction if pour savoir si oui ou non, nous sommes autorisés à commencer à comptabiliser les clics et à vérifier les associations. Qu'en est-il à ce stade, puisque nous avons quand même développé pas mal de code sans faire de test intermédiaire? Nous revenons sur notre interface, nous rafraîchissons notre page avec la touche F5 du clavier, les images sont positionnées aléatoirement, nous tentons de les mémoriser, il s'agit effectivement de cliquer sur une première case, puis sur une deuxième, constater que vraisemblablement notre code fonctionne puisque les
l'association étant validée, les images sont conservées en lieu et place. Alors, comme je discute en même temps, il est assez compliqué de mémoriser les associations qui m'ont été proposées, mais constatez que pour l'instant je ne suis pas trop mauvais, je vais volontairement ici me tromper, et vous remarquez que c'est parfait car, en effet, après l'affichage des deux images qui ne correspondaient pas, eh bien, l'association disparaît pour que les nouveaux clics soient recomptabilisés en partant du premier. Et remarquez que cette fois-ci, je crée de nouveau une association conforme, donc le jeu du memory me les conserve. Au fur et à mesure, je progresse de manière à pouvoir reconstruire l'ensemble des associations. Je me souviens que les notes de musique, ah non, elles n'étaient pas là, ici c'est l'image du lapin, que j'arrive en effet à la fin du jeu, et que normalement ici, je devrais avoir la restitution des informations. Alors une petite erreur a dû se glisser, nous allons la vérifier dans le code. Elle ne doit pas être bien grave, j'imagine, dans la branche else qui est ici. Nous allons voir ça de plus près pour voir ce qu'il en est. Et d'ailleurs, j'y pense, voyez-vous, c'est une mésaventure qui m'était arrivée lors du développement de cette application. Je me souviens qu'il y a une petite erreur dans le nom du contrôle et qui porte à confusion, effectivement, ici, à force d'avoir saisi trop vite. L'identifiant du calque qui est désigné pour pouvoir inscrire le, le score final, c'est lui qui a fait planter le code JavaScript. Nous aurions pu le constater avec les outils de développement des navigateurs d'ailleurs, hein. Il nous aura indiqué que ce nom d'objet n'est pas reconnu. Dans le code, constatez que c'est une erreur de saisie. Ce nom n'est pas score, mais scrore. Alors soit nous le corrigeons là, et du coup notre code JavaScript est correct, soit nous prélevons son nom, tant pis s'il est erroné, on va dire que c'est original. Et vous voyez ici, nous l'avions écrit avec, on va dire, le bon terme, scrore. Et il s'agit de le coller dans les appels qui sont faits par la méthode getElementById pour pouvoir le désigner comme il n'était pas reconnu, cet élément HTML, le code JavaScript a planté. Donc nous allons pouvoir refaire un petit essai, c'est assez intéressant. Nous réactualisons notre page avec la touche F5 du clavier. Il s'agit de mémoriser en même temps que nous commentons pour pouvoir retrouver les paires. Et c'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas constaté que le score était décrémenté au fur et à mesure des erreurs qui étaient commises. Vous voyez que désormais, ça va beaucoup mieux, puisqu'à chaque fois qu'une association n'est pas cohérente, de 9, nous sommes passés à 8, puis à 7, etc. Alors, ce qui est dommage, c'est que voyez-vous, du coup, je vérifie l'essentiel, mais je ne vérifie pas mes associations d'images. Donc, je ne me souviens plus du tout où j'avais cliqué. Alors, ce n'est pas grave, on va essayer quand même de terminer la partie, puisque nous souhaitons livrer les résultats, les constater sur la droite de l'interface au final. Je fais une très mauvaise partie, nous sommes d'accord, hein, mais ce n'est pas le plus important ici. Le plus important est que nous puissions constater que notre code de notre application est bien fonctionnel. Alors j'ai obtenu un score très mauvais, 3 sur 10, à force de décrémenter la variable, puisque beaucoup d'erreurs ont été commises, et j'ai mis 56 secondes. Donc j'ai bien la synthèse qui m'est donnée à l'issue pour que je puisse comparer mon résultat avec d'autres parties que j'aurais faites, ou avec d'autres joueurs, pourquoi pas. Si je clique sur Nouvelle partie, constatez que, effectivement, de nouveaux positionnements aléatoires sont générés, et que je peux de nouveau m'amuser à essayer de reconstruire ces associations. Et voyez-vous, je viens de cliquer 2 fois sur l'image de l'escargot. Cette action n'a pas été prise en compte grâce à ce test que nous avons englobé dans notre fonction de vérification, puisque nous constatons qu'il s'agit bien de la même case, et donc qu'une association ne peut pas être reproduite. Voilà pour cette petite formation JavaScript avec un code relativement simple finalement, pour produire au final un petit jeu sympathique, celui du memory. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.